Merci beaucoup, Sandra. Alors, j'avais une dernière question et ça tombe bien, elle correspond à une question du public. On me demande sur YouTube que pensent les invités de l'affaire Danone? Et ma dernière question, souhaitez-vous commenter les problèmes rencontrés par Danone et par Emmanuel Faber dans les fonctions de président et de DG viennent d'être dissociées? Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça? Sébastien y a fait une courte référence tout à l'heure déjà. Oui, moi je peux reprendre. Enfin, ça, je laisse Sandra s'exprimer peut-être sur la question d'abord, mais je peux vous donner notre avis. Je pense que voilà, nous, ce n'est pas dans nos habitudes de faire du naming and shaming. Donc, je ne vais pas donner un avis très détaillé sur ce qui se passe chez Danone. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le fait de dissocier la fonction de président et de CEO est une bonne pratique de gouvernance. Après, je pense que l'affaire Danone est assez révélatrice d'un centre de sujets de société. Et quand je dis de sujets de société, c'est de la société avec un grand S. La question qui peut être posée et qui mériterait d'être posée, c'est peut-on aujourd'hui, au regard de la complexité du monde, au regard de l'étendue des grandes entreprises, avoir un président directeur général qui assure à la fois les fonctions de représentation et les fonctions opérationnelles au quotidien? C'est une vraie question. Si on prend, et moi je prends l'exemple d'Orange parce que je les connais en termes de chiffre d'affaires, Orange c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près donc 200 millions d'euros par jour travaillés, on va dire si on suppose un peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont réalisés par jour travaillé du président du directeur général. Donc vous imaginez le nombre de décisions qui doivent être prises dans la journée. Alors bien sûr, on peut déléguer, mais la question, elle mérite d'être posée. Et donc, chez Danone, évidemment, même si le chiffre d'affaires est, je crois, un peu moins conséquent, il n'en reste pas moins qu'on est quand même à des rythmes extrêmement soutenus de prise de décision et d'organisation. Donc, dès lors, les questions qui méritent d'être posées, elles ont existé. Hein. On a des modèles dans les sociétés de type conseil de surveillance et directoire, où en fait, on laisse au conseil de surveillance la relation avec les actionnaires, la relation avec les parties prenantes, et puis on laisse au directoire la fonction d'opérationnalité et de quotidien et de faire que on n'ait pas cette espèce de 360 degrés qu'on demande en permanence à des PDG qui sont à la fois de prendre la parole dans les médias, à la fois le cas échéant de prendre la parole sur des questions sociétales et de se retrouver à prendre un avion pour sauter d'un bout à l'autre du monde. Alors vous allez me dire en ce moment, on saute plutôt d'une visio à l'autre que d'un avion à l'autre, mais il n'en reste pas moins que le contact humain, que la compréhension du terrain est une réalité nécessaire. Et donc, finalement, est-ce que dans l'accroissement progressif des tailles des grandes entreprises et de la complexité du monde, de la multiplicité des pays dans lesquels ces grandes entreprises se sont installées, est-ce que finalement, le rôle du président directeur général peut être encore un rôle qui subsiste? Et est-ce qu'il ne vaut mieux pas des tandems? Des vraies difficultés. Alors maintenant, évidemment, la question Danone se double, bien sûr, d'une autre question qui est le rôle des actionnaires qui sont loin d'être tous alignés entre des actionnaires qui sont sans doute plus sensibles à des questions de long terme et des actionnaires qui sont plus sensibles à des questions de court terme. Et donc, de fait, des dissensions ou des positions différentes peuvent s'exprimer et qui, évidemment, font que ce n'est pas simplement la gouvernance de l'entreprise qui est en cause, mais c'est aussi les questions et les différences d'appréciation des actionnaires de référence des différents acteurs. Et on peut catégoriser les entreprises de trois natures différentes. Les entreprises familiales, sur lesquelles on a un noyau familial solide, ancré, structuré, qui va gérer du long terme parce que quelque part, il gère une vision
patrimoniales long-termistes. Ça, c'est une première catégorie. On a une deuxième situation qui sont les entreprises, et en particulier en France, où l'État est très présent et où là, on s'interroge parce que l'État est très ambivalent dans ses positions, en demandant aux entreprises dans lesquelles il a une position d'assurer parfois certaines missions. Et à contrario, on peut avoir l'impression qu'à chaque changement de gouvernement, en fait, en réalité, on a changé d'actionnaire. Et puis, on a la troisième catégorie où on n'a pas d'actionnaire de référence. Et on n'est évidemment pas dans le cas de l'entreprise familiale. Alors, parfois, on a certains fonds qui jouent ce rôle de l'entreprise familiale, mais on a des entreprises qui sont plus, dont l'actionnariat est plus éparpillé, plus disséminés et qui évidemment sont plus perméables à des offensives et des affrontements entre des investisseurs court-termistes et des investisseurs long-termistes, si on peut dire comme ça, et qui évidemment créent des secousses sur la gouvernance de l'entreprise en exigeant des résultats ou une stratégie à court terme. Et donc voilà, et donc je pense que Danone, indépendamment de la personnalité des protagonistes en jeu et des questions d'individus, se trouve dans cette double situation. Un président directeur général peut-il à la fois incarner et gérer opérationnellement? Oui, s'il est un surhomme, non si l'entreprise est très importante, ça devient… Et juste rajouter qu'en Belgique, les fonctions de l'opérationnel du CEO et du président du conseil sont clairement séparées et tout le monde, et c'est obligatoire pour les entreprises cotées, obligatoire, c'est à nouveau du Comply or Explain, mais il n'y a quasiment personne qui remet ça en question. Hein. On a généralement admis que c'est une bonne pratique de gouvernance. Et en général, ça se passe bien. Évidemment, Sébastien le souligne à juste titre, il faut que l'entente soit bonne, il faut qu'ils travaillent bien ensemble, il faut que le tandem marche. Mais dans la plupart des cas, c'est le cas et c'est très fructueux pour l'entreprise. Une dernière question assez iconoclaste du chat sur YouTube. La raison d'être peut-elle s'affirmer ou oser s'affirmer en opposition avec l'intérêt général? Milton Friedman vous le dirait, c'était sa position. La raison d'être ou la responsabilité sociale d'une entreprise, c'était selon lui la maximisation du profit pour l'actionnaire. Est-ce que la maximisation du profit pour l'actionnaire est conforme à l'intérêt général? Je ne le crois pas. Il est favorable à l'actionnaire et pas à l'ensemble des autres parties prenantes. Ce n'est pas non plus contraire à l'intérêt général. Non, ce n'est pas contraire, mais en tous les cas, ce n'est pas forcément… ça ne prend pas forcément en compte l'intérêt général. Donc, dans le cas de certaines entreprises, on voit tout à fait que je ne donnerai pas d'entreprise, mais enfin, mais on a par exemple de façon très claire des fonds d'investissement qui ont eu pour ligne de conduite de se désengager d'entreprises dont elles considèrent que leurs activités sont contraires à l'intérêt général.